Salut les Ludo. Aujourd'hui on va parler des joueurs casual ou occasionnels en français. Et on a intérêt à bien en parler parce qu'ils représentent l'immense majorité des joueurs et la plus grande proportion de mes followers. Alors comment on reconnaît un joueur casual? Tout d'abord, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui aime jouer et qu'il est très facile d'amener à la table de jeu. Mais il a quelques exigences. La première, c'est la durée de partie. Au-delà de 45 minutes, ça peut vraiment lui faire peur. La deuxième, c'est la simplicité de la mécanique du jeu. Si le joueur casual n'a aucun problème à apprendre ou suivre des règles, en revanche, il a besoin que chaque action de jeu soit directement reliée aux conditions de victoire. C'est exactement l'inverse des joueurs de jeu complexes ou experts qui vont passer tout leur premier tour à construire un moteur qui leur apportera plus tard des ressources, qui leur permettra plus tard d'exécuter les actions qui, elles, amènent à la victoire selon une stratégie qui est pensée depuis le premier tour. Ça, par exemple, les casuals, ça les fait pas triper du tout. Le casual est tout simplement un joueur de l'immédiateté. L'immédiateté du plaisir du jeu et l'implication limitée dans le temps autour de la table. Alors, pour leur donner des recommandations, on va suivre le schéma habituel. Je vais d'abord vous présenter mes 15 jeux préférés de ma ludothèque, vision très égoïste, mais absolument pas dirigiste, vous en faites ce que vous en voulez. Puis, on ira voir ce qu'on trouve ailleurs dans le monde du jeu pour les joueurs casual. Puis, on fera un focus sur les nouveautés de 2024, qui est, selon les spécialistes, une véritable année casual. Allez, c'est parti. Mon numéro 15, c'est King Domino. Dans King Domino, vous devez construire votre royaume composé d'un carré de 5 cases sur 5 cases grâce à des tuiles domino, chacune comprenant 2 cases d'un type de terrain. Des terrains, il y en a de 5 types. Les mers, les déserts, les forêts, les mines et les terres arides. Le but du jeu, c'est d'avoir dans votre royaume les plus grandes étendues de terrains de même type. Mais attention, ça ne suffit pas. Pour que ces terrains vous rapportent des points, il faut qu'ils comportent le maximum de couronnes que vous trouvez sur certaines tuiles domino. Le score que vous rapportera un terrain, c'est le nombre de cases qui le constituent, multiplié par le nombre de couronnes qu'il contient. King Domino, c'est le jeu casual par excellence. Ça se joue vite, avec des règles simples, mais néanmoins avec un peu de tactique. La mécanique de pose des tuiles domino est hyper satisfaisante, et surtout, ça se joue avec toute la famille, avec le même plaisir. Mon numéro 14, c'est Carcassonne. Alors si je vous dis Carcassonne, c'est un jeu où on construit un royaume avec des tuiles et que les points dépendent de la longueur des constructions, vous allez croire que je radote. Et pourtant non, Carcassonne c'est bien un jeu original avec sa mécanique propre. Tout d'abord, le royaume est commun à tous les joueurs. Ce sont tous les joueurs qui vont le co-construire avec les tuiles. Mais attention, pas de façon collaborative. À son tour, un joueur va piocher une tuile face cachée, la révéler et l'ajouter au royaume en cours de construction. Sur cette tuile, des morceaux de construction, des morceaux de route, des morceaux de ville ou une abbaye. Le joueur peut alors poser un de ses meeples sur une de ses constructions partielles, mais pour le récupérer, il devra attendre que la construction soit terminée et il engrangera alors les points dépendant de la longueur de la construction. Une route n'est terminée que quand elle relie de façon continue deux villages, une ville n'est terminée quand elle a tous ses murs de construits et aucun trou à l'intérieur, une abbaye est complétée quand elle est entourée de 8 tuiles terrain. Carcassonne, c'est un jeu légendaire avec de multiples extensions, un must. Mon numéro 13, c'est Azul. Dans Azul, on va faire du carrelage. Mais attention, pas n'importe quoi. On va décorer le palais du roi du Portugal avec une mosaïque de carreaux de faïence multicolores. Pour ça, chaque joueur a un plateau individuel qui comprend le plan de sa mosaïque, sa zone de stockage de tuiles et la zone de scoring. Dans la zone centrale du jeu, des disques comportent 4 mosaïques réparties aléatoirement en début de tour. Chaque joueur va alors récupérer toutes les tuiles de même couleur d'un disque ou du centre de la table. Les tuiles qui ne sont pas récupérées d'un disque sont transférées au centre de la table. Il va alors les ranger dans sa zone de stockage à raison d'une seule couleur par ligne. Lorsque tous les joueurs ont récupéré toutes les tuiles de la zone centrale, on passe à la phase de placement. Le joueur va pouvoir alors placer pour chaque ligne de stockage remplie une tuile de cette couleur dans sa mosaïque et récupérer des points en fonction des tuiles préalablement placées. Plus la mosaïque avance, plus chaque pose de tuiles rapporte des points. On refile alors tous les disques et le tour suivant peut commencer. Lorsqu'un joueur a complété une ligne entière de sa mosaïque, la partie s'arrête, on compte les points et le carreleur avec le plus de points l'emporte. Azul, c'est d'abord le plaisir des yeux et de la manipulation grâce à ces tuiles multicolores qualitatives. Mais c'est aussi un jeu redoutablement tactique. Il n'est pas rare de récupérer des tuiles juste pour empêcher l'adversaire de progresser. Ah oui, et pour l'anecdote, le premier joueur, c'est le dernier à avoir visité le Portugal. Mon numéro 12, c'est Sea Salt and Pepper. Un petit jeu compact à emporter partout. Le matériel du jeu, un paquet de cartes hyper choupi et hyper coloré qui représentent des origamis. Le but du jeu, réaliser des combinaisons de cartes qui rapportent des points pour obtenir le plus grand nombre de points de la manche. À son tour, le joueur doit piocher une carte, soit en tirant 2 cartes de la pioche face cachée, en gardant une et en défaussant l'autre, soit en récupérant une carte d'une des 2 défausses face visible. Il peut aussi à son tour poser des paires de cartes qui, combinées entre elles, déclenchent un effet, réaliser un tour supplémentaire,
piocher une carte ou voler une carte dans le jeu de l'adversaire. Quand un joueur totalise au moins 7 points avec ses combinaisons, il peut choisir de déclencher la fin de partie. Pour cela, il peut crier stop, ce qui déclenche immédiatement la fin de la partie. Il peut aussi crier dernière chance, auquel cas les autres joueurs complètent un dernier tour avant qu'on compare les points. Si le joueur qui a déclenché la fin de la partie l'emporte, il récupère un bonus supplémentaire pour sa prise de risque. S'il a été surpassé, il prend un gros malus. Si Salt and Pepper, ça ressemble à un jeu pour les enfants, mais la décision de déclenchement de fin de partie demande de la tactique et de la prise de risque, mais complètement abordable pour les casuals. Mon numéro 11, c'est Micro Macro. Micro Macro, c'est un mix entre un jeu d'enquête et Où est Charlie. Le matériel du jeu, un immense plan d'une ville grouillant d'activités et de personnages. Mais attention, il ne s'agit pas d'une scène figée dans le temps. Au contraire, sur un même plan, sont représentées les différentes étapes d'une même journée. Ainsi, un personnage va être représenté plusieurs fois et à différents endroits de la carte, suivant les situations et les moments de sa journée. Chaque boîte contient une quinzaine d'enquêtes représentées par un jeu de cartes. Sur ces cartes, la description du crime sur lequel enquêter et une série de questions qui va vous obliger à retrouver sur la carte les différentes étapes et différents indices qui ont mené à ce crime. Un exemple avec l'enquête d'initiation inclus dans le jeu. José Branca se rend compte en arrivant à son bar préféré qu'il s'est fait voler son chapeau. La première étape de l'enquête va être de retrouver le bar avec quelques indications géographiques, puis de retrouver le stand de saucisses qui était le point de départ de la promenade de José. L'étape suivante va être de comprendre ce qui s'est passé entre le stand de saucisses et le bar. En regardant attentivement, on voit qu'au moment où José passe devant le parc, des garnements avec une canne à pêche s'apprêtent à lui prendre son chapeau. On les retrouve d'ailleurs fuyant avec leur butin. La dernière étape va être de retrouver la destination finale des voleurs, qu'on retrouve assis sur un banc avec le chapeau. Les enquêtes sont de difficulté variable, dont certaines bien plus compliquées que celles d'initiation. Micro Macro, c'est 4 boîtes différentes, chacune avec leur plan spécifique, et une extension qui vient de sortir avec des enquêtes épiques sur l'ensemble des plans rassemblés entre eux. Mon numéro 10, c'est King of Tokyo. Dans King of Tokyo, vous êtes un kaiju. Ces monstres géants, mutants japonais, type Godzilla. Le principe du jeu, être le premier à récupérer 20 points de victoire ou être le dernier monstre survivant sur le plateau. La mécanique principale du jeu, c'est du lancer de dés type Yahtzee. À son tour, le joueur va lancer 6 dés, garder les dés qu'il souhaite conserver et relancer le reste des dés jusqu'à 2 fois supplémentaires. Les effets des dés, mettre des baffes, se soigner, récupérer des points de victoire ou récupérer des points d'énergie. 2 mécaniques supplémentaires pour pimenter le jeu. La première, un marché de cartes que le joueur va pouvoir acheter avec ses points d'énergie cumulés et qui apporte des bonus ou des effets spéciaux. La seconde, c'est la disposition stratégique du plateau. À son tour, le joueur va pouvoir choisir de mettre son kaiju sur un des 2 quartiers de Tokyo. Tant qu'il reste dans ce quartier, il accumule les points de victoire, mais il ne peut pas se soigner. Autant dire que les allers-retours font légion. King of Tokyo, c'est le jeu de baston par excellence, idéal pour se friter entre casuals. Mon numéro 9, c'est Captain Flip, un jeu de pose de tuiles et de construction de tableaux sur la thématique des pirates. À son tour, le joueur va piocher secrètement une tuile d'un sac et décider s'il la pose sur sa face visible, sur son plateau de joueur, ou s'il la retourne et pose l'autre face. Sur chaque tuile, un personnage avec des effets et des conditions de scoring immédiat ou de fin de partie. La canonnière rapporte 5 pièces immédiatement quand on la pose, mais on perd la partie si on en pose 3. Le perroquet permet de piocher une tuile supplémentaire contre une pièce. Le singe permet de retourner une des tuiles déjà posées sur l'autre face, à condition qu'elle soit adjacente. Le mousse va rapporter autant de pièces qu'il est présent dans plusieurs colonnes. Le cartographe va permettre de récupérer la carte au trésor. Tant qu'on la possède, on gagne une pièce à chaque tour. La navigatrice, le cuistot, la charpentière ou la vigie rapportent des pièces suivant les autres tuiles qui sont présentes dans la même ligne ou la même colonne. Le but de l'opération, optimiser ses poses pour récupérer le maximum de pièces. Quand une colonne est complétée, on gagne le bonus qui se trouve à son sommet. Quand un joueur termine 4 colonnes, c'est la fin de la partie et on compte ses pièces. Captain Flip, c'est un jeu très malin, avec des mécaniques et des règles très simples et des durées de partie suffisamment courtes pour qu'on les enchaîne. Idéal pour les casuals. Mon numéro 8, c'est Expédition. Un jeu qui va vous permettre de parcourir le monde pour remplir des objectifs. Le matériel principal, c'est un planisphère, constellé de points de couleur, reliés entre eux par des lignes en pointillés, ainsi qu'une rose des vents qui va symboliser le départ des expéditions. 3 expéditions, une jaune, une bleue et une rouge, dont le parcours est symbolisé par des flèches. À son tour, le joueur va piocher une flèche de la bonne couleur pour faire avancer n'importe laquelle des expéditions dans la direction de son choix en suivant les lignes pointillées. Dès qu'une expédition passe par un objectif possédé par un joueur dans son jeu de cartes, celui-ci défausse sa carte qui lui rapportera des points de victoire en fin de partie. Le but du jeu, se défausser de toutes ses cartes. En plus des points verts sur la carte qui symbolisent les points d'intérêt objectifs, les points bleus permettent au joueur de rejouer et les points rouges lui permettent de gagner un ticket. Ces tickets peuvent être joués à tout moment du jeu, soit pour ajouter une nouvelle flèche à une expédition, soit pour supprimer la dernière flèche posée d'une expédition. Quand un joueur a défaussé toutes ses cartes, la partie s'arrête
et on compte les points rapportés par les objectifs qui ont été défaussés. La richesse d'expéditions autour du monde, c'est que chaque action est une déclaration de guerre, car tous les joueurs font progresser les mêmes expéditions en essayant de les orienter dans la direction qui les arrange, ce qui n'est certainement pas du goût des adversaires. Mon numéro 7, c'est Seven Wonders Architect. C'est la version casual de son grand frère et best-seller, Seven Wonders, dont on parlera dans la vidéo sur les régulars. Vous êtes les architectes d'une des 7 merveilles du monde. Et vous démarrez donc avec un kit de pièces permettant d'assembler votre merveille propre, moyennant le fait que vous ayez les ressources pour le faire. À son tour, un joueur n'a qu'une action unique, tirer une carte, soit dans la pioche centrale face cachée, soit dans les 2 pioches face visible, partagées avec son voisin de gauche et de droite. Différents types de cartes. Des cartes ressources, qui vont vous aider à construire votre merveille. Des cartes savoir, qui vont vous donner des bonus de fin de victoire pour la fin de la partie. Des cartes scientifiques, si vous en accumulez 2 identiques ou 3 différentes, vous récupérez un pouvoir qui va booster votre partie. Et enfin des cartes militaires, car régulièrement dans la partie, des batailles vont se déclencher, et le joueur le mieux défendu gagnera des points de victoire. Dès qu'un joueur a complété sa merveille, la partie s'arrête, et on compare ses points de victoire. La richesse de Seven Wonders, c'est l'embarras du choix. Est-ce qu'on va se dépêcher de récupérer des cartes ressources pour construire sa merveille, ou au contraire accumuler les cartes scientifiques pour se donner des boosts qui vont permettre d'accélérer la partie après, à moins qu'on ne mise sur les cartes savoir et leurs points de victoire de fin de partie qui peuvent vous donner l'avantage, et bien sûr, il faudra se préparer aux batailles avec suffisamment de cartes militaires. Des dilemmes complètement à la portée des casuals. Mon numéro 6, c'est Takenoko. Dans Takenoko, vous êtes le propriétaire d'une plantation de bambou, une bambouserie, que vous allez devoir faire prospérer en réalisant des objectifs. 3 types d'objectifs. Les objectifs de terrain, qui vont vous demander de réaliser des configurations de parcelles particulières, mais attention, ces parcelles devront être irriguées. Les objectifs de plantation, qui vont vous demander de réaliser des plants de bambou de hauteur et de couleur données demandées. Et enfin des objectifs de récolte, qui vont vous demander de prélever des bambous en nombre et en couleur déterminés. À son tour, le joueur doit choisir 2 actions parmi 5 disponibles. La première, poser une nouvelle parcelle dans la bambouserie. C'est ce qui va développer le plateau de jeu. La deuxième, irriguer une parcelle. La troisième, déplacer le jardinier. C'est lui qui fera pousser les bambous pour les amener à la configuration demandée par les objectifs de plantation. Déplacer le panda, qui va pouvoir grignoter les bambous d'une parcelle et vous permettre de réaliser les objectifs de récolte. Et enfin, piocher 2 nouvelles cartes objectifs quand vous avez déjà complété ceux que vous aviez en main. À son tour également, le joueur va lancer un dé qui va déterminer la météo du tour et ainsi apporter des bonus spécifiques au tour. Ne vous fiez pas aux couleurs chatoyantes et à la mignonnerie du matériel. Takenoko est bien une course à l'objectif et il va falloir choisir soigneusement les 2 actions de chaque tour pour l'emporter le premier. Mon numéro 5, les charlatans de Belcastel, où vous êtes un apothicaire en quête de la potion parfaite. Le matériel du jeu, c'est d'abord un sac possédé par chaque joueur et contenant des ingrédients symbolisés par des jetons de couleur avec une puissance indiquée par un nombre sur le jeton. Le jeu se joue en 9 manches, et chaque manche est séparée en 2 phases. La phase de création de potions et la phase de revenu. Pendant la phase de création de potions, le joueur va tirer un à un des ingrédients et les poser sur son chaudron. Et il va s'arrêter quand il veut pour déclarer sa potion terminée. Plus une potion comporte d'ingrédients, plus elle est puissante. Mais attention, parmi les ingrédients, les jetons blancs sont instables. Si à un moment, la somme des jetons blancs posés sur le chaudron dépasse 7, la potion explose, réduisant considérablement vos options pendant la phase de revenu. Certains types d'ingrédients, quand ils sont posés, déclenchent des effets qui vont soit booster votre potion, soit ralentir l'effet des jetons blancs. S'ensuit la phase de revenu, où, suivant la puissance de la potion et le fait qu'elle est explosée ou pas, le joueur va récupérer un certain nombre de bonus et surtout acheter des nouveaux ingrédients qu'il va ajouter au contenu de son sac. On score également les points rapportés par la potion et on passe à la seconde manche. Au bout de 9 manches, le joueur qui a le plus de points l'emporte. Les charlatans de Belcastel, c'est réservé aux casuals qui ont le cœur bien accroché. Il faut subir la pression du regard des joueurs qui n'attendent qu'une chose, que vous piochiez le dernier ingrédient qui va faire exploser votre potion. Mon numéro 4, c'est 50 missions, un jeu coopératif de combinaison de cartes pour atteindre des objectifs. Dans 50 missions, le matériel c'est 2 paquets de cartes. Le premier, des cartes conventionnelles numérotées de 1 à 7 en 4 couleurs. On distribue 4 de ces cartes à chaque joueur et on pose 4 cartes au centre de la table. C'est sur ces cartes qu'il va falloir agir pour réaliser les missions. L'autre paquet, des disques missions avec une symbologie qui définit les critères à atteindre pour remplir la mission. Il y a 4 missions en permanence au centre de la table, ce sont les missions disponibles. Le but du jeu, modifier les cartes au centre de la table pour qu'elles répondent à une ou plusieurs missions afin de les accomplir. Pour ça, le joueur n'a qu'une seule action à son tour. Recouvrir une des cartes du centre de la table avec une de ces cartes, à condition qu'elles aient la même valeur ou la même couleur. Il pioche alors une nouvelle carte pour toujours en avoir 4 en main. C'est uniquement par l'action combinée des joueurs à leur tour qu'on va transformer les cartes suffisamment
pour qu'elles correspondent aux critères de mission. Mais attention, la communication est limitée. On n'a pas le droit de communiquer sur les cartes de son jeu. On ne peut communiquer que sur les missions ou les cartes au centre de la table. Quand la pioche est épuisée, on comptabilise les missions réalisées. 50 missions, c'est pas facile à expliquer, mais dès que la partie commence, tout devient fluide. Toute la richesse du jeu, c'est d'arriver à collaborer avec une communication limitée. Et pour info, réussir les 50 missions reste un exploit. Sur le podium, mon numéro 3, c'est Acropolis. Vous êtes des architectes qui allez vous affronter pour réaliser la cité la plus optimisée. Le matériel principal du jeu, des tuiles triomino qui comportent des places et des quartiers de la cité. Les quartiers répartis en 6 couleurs correspondent à des conditions de scoring particulières. Les habitations bleues scorent d'autant plus qu'elles sont regroupées, les marchés jaunes ne scorent que s'ils ne se touchent pas, les casernes oranges ne scorent que si elles sont aux périphéries de la ville, les temples violets ne scorent que s'ils sont complètement entourés par d'autres tuiles, et les jardins verts scorent dans tous les cas. Quant aux bâtiments blancs, ils sont neutres et ne rapportent aucun point. Les places, elles, comprennent des étoiles qui sont des multiplicateurs de points. À chaque manche, on met à disposition des joueurs un marché de tuiles sous forme de colonnes. Attention, seule la tuile la plus basse est gratuite. Pour récupérer les autres, il faudra payer des cubes en pierre qui sont la monnaie du jeu. À son tour, un joueur récupère une des tuiles du marché, en la payant éventuellement, et la rajoute à sa cité, de façon adjacente pour qu'elle s'étende, ou au-dessus de tuiles déjà posées pour qu'elle grimpe. Lorsqu'il ne reste plus aucune tuile, les cités sont terminées, et on va compter les points en multipliant le nombre d'étoiles des places par les points rapportés par les quartiers de la couleur correspondante. Acropolis, c'est encore un jeu qui consiste à construire des bâtiments avec des tuiles, mais c'est le plus malin et le plus addictif. À savoir qu'une extension, Athéna, vient de sortir, qui complexifie le jeu en lui ajoutant des objectifs supplémentaires. Mon numéro 2, très difficile à départager de mon numéro 1, c'est Catan. Catan, c'est un jeu de colonisation. Le plateau de jeu, l'île de Catan, représenté par des hexagones contigus numérotés de 2 à 12. Sauf le nombre 7, vous comprendrez pourquoi après. Chaque hexagone représente un type de terrain qui va produire ses propres ressources. La forêt produit du bois, les carrières produisent des briques, la montagne produit des roches, la prairie produit des moutons et les champs produisent du blé. Une tuile spéciale, le désert et le quartier général du voleur. Lors d'un tour préliminaire, chaque joueur va poser 2 colonies et leur tronçon de route au coin d'un hexagone au choix, selon un ordre bien déterminé. À son tour, le joueur va lancer 2 dés. La somme obtenue identifiera le numéro des hexagones qui vont produire des ressources à ce tour. Chaque joueur qui a des bâtiments sur le bord de ces hexagones va gagner ses ressources. Si la somme des dés fait 7, aucune ressource n'est produite, mais le joueur peut déplacer le voleur sur n'importe quelle case hexagone. Cela bloquera la production de ressources sur cette case tant que le voleur est dessus. Il volera également une carte ressource de la main d'un adversaire qui se trouve sur cette tuile. À son tour, le joueur peut également réaliser des constructions, une route pour s'étendre, une colonie pour marquer son territoire, ou transformer une colonie en ville pour gagner le double des ressources. Il peut également acheter des cartes spéciales grâce à des ressources. Ces cartes lui apporteront des bonus pour booster sa partie ou des points de victoire. À son tour, le joueur peut également, et c'est une des spécificités du jeu, essayer d'échanger des ressources de son jeu avec celles d'un adversaire. Les règles de marchandage et de négociation dans ce cas sont à la discrétion complète des joueurs et à leur envie de commercer ensemble. Lorsqu'un joueur atteint 10 points de victoire grâce à ses bâtiments, ses cartes spéciales ou la réalisation d'objectifs spéciaux, la partie s'arrête et il est déclaré vainqueur. Catan, comme mon numéro 1, c'est une masterpiece. C'est un chef-d'œuvre d'équilibre. On est en perpétuelle compétition et interaction avec les autres joueurs, et aucune partie ne se ressemble. C'est certainement le jeu le plus stratégique de ma sélection, mais c'est tellement bien fait que les casuals ne s'en apercevront même pas. Mon numéro 1, mon top casual, c'est les Aventuriers du Rail. Dans les Aventuriers du Rail, vous allez développer le chemin de fer aux États-Unis. Le plateau de jeu, la carte des USA et son réseau de voies ferrées reliant ses plus grandes villes. Chaque joueur va avoir des cartes missions qui vont lui demander de relier 2 villes particulières de la carte par une série continue de tronçons de voies ferrées. Pour construire un tronçon de voie ferrée, le joueur devra posséder le nombre et la couleur des cartes requises par le tronçon. Ces cartes, il va pouvoir en piocher 2 à son tour sur une pioche face cachée ou une rivière de cartes face visible. La locomotive remplaçant n'importe quelle couleur de carte. Dès qu'il a toutes les cartes demandées par la section, il pose dessus ses pions wagons et marque les points qui dépendent de la longueur du tronçon. Dès qu'il a complété une carte mission, à savoir relier les 2 villes demandées par une série de tronçons à sa couleur, il met de côté la carte mission qui lui rapportera en fin de partie d'autant plus de points que les villes sont éloignées. Il peut, à tout moment du jeu, repiocher des cartes missions pour augmenter son score, mais attention, les cartes missions non réalisées en fin de partie lui rapporteront des points négatifs. Dès qu'un joueur a vidé son stock de wagons, la partie s'arrête et on compare ses points. Que dire des Aventuriers du Rail, à part que selon moi, c'est le jeu de plateau familial parfait. On ne peut décemment être un joueur casual si on n'a jamais joué aux Aventuriers du Rail, qui a été décliné dans un nombre incalculable de pays et de capitales du monde. Cette année, c'est son 20e anniversaire et je n'ai qu'une chose à lui dire, bon anniversaire et merci pour le plaisir.
Dans Welcome to, vous êtes un agent immobilier en charge d'aménager un quartier résidentiel. Welcome to, c'est un flip and write. Flip, parce qu'à chaque tour, vous allez retourner les cartes de 3 paquets pour former 3 paires, numéros, options, chaque joueur devant choisir une de ces paires pour son tour. Write, parce que le numéro choisi, vous allez devoir l'écrire sur une des maisons de votre grille qui représente le quartier, en respectant la règle ultime de placement. Les maisons doivent être numérotées en ordre croissant, de la gauche vers la droite. À chaque tour, vous allez aussi appliquer votre option, qui va vous permettre de fractionner votre quartier en lotissements pour remporter des objectifs, d'agrémenter votre quartier en construisant des piscines ou des parcs, de modifier le numéro choisi, de doubler le numéro sur votre plan ou de valoriser vos lotissements. Tout ça vous permettant de récupérer des points, des points, des points. Quand un joueur ne peut plus numéroter de maison dans son quartier ou qu'il a réussi 3 objectifs, la partie s'arrête, on compare ses points, celui qui a le plus de points. Les jeux à cocher, comme on les appelle vulgairement, sont généralement des jeux parfaits pour les casuals. Welcome to, c'est juste le plus joueur et le plus réputé. Il a donné naissance à plein d'extensions, dont l'épique Welcome to the Moon et son mode campagne, qui lui est bien dans la ludothèque. Exploding Kittens, ça ressemble à un jeu pour no game, mais ça contient suffisamment de règles et de tactiques pour le réserver aux casuals. C'est une sorte de battle royale où le dernier survivant l'emporte. Le matériel Exploding Kittens, un jeu de cartes qui représente des chatons dans des postures complètement débiles. Le principe du jeu, à chaque tour vous piochez une carte. Si vous piochez un chaton explosif et que vous n'avez pas de carte désamorçage, vous explosez et vous êtes éliminé de la manche. Si vous arrivez à le désamorcer, vous remettez le chaton dans la pioche à l'endroit où vous voulez. Mais avant de piocher à chaque tour, vous allez pouvoir exécuter autant d'actions que vous voulez avec vos cartes. Ces actions permettent de passer son tour de pioche, de donner un deuxième tour de pioche au joueur suivant, de voler des cartes dans le jeu de ses adversaires, de remélanger la pioche, de voir en avance les 3 premières cartes de la pioche, ou de contrer n'importe quelle action contre vous. Mais attention, on peut contrer un contre. Si vous avez toujours rêvé de jouer à la roulette russe avec un minimum de contrôle sur le barillet, ce jeu est fait pour vous. Entre stress et fourberie, ça va être une boucherie de casual. Alors j'ai du mal à vous présenter le prochain parce que je n'aime pas les jeux à rôle caché, mais c'est un tel incontournable qu'il a le droit à son film sur Netflix et sa série sur Canal. Il s'agit des Loups-garous de Terce-Lieu, une sorte de jeu de rôle pour casual. En début de partie, chaque joueur va recevoir une carte qui va lui donner son rôle connu de lui seul. Il peut être soit loup-garou, soit villageois. Le principe du jeu, qu'une seule des populations survive. Le jeu se joue en 2 phases. La nuit, le village s'endort et tous les joueurs vont fermer les yeux, à l'exception des loups-garous qui ont le droit de les rouvrir. Ils vont donc se reconnaître et désigner un autre joueur autour de la table qu'ils vont dévorer. Le jour, les joueurs ouvrent les yeux, découvrent l'identité du cadavre et vont débattre entre eux et se justifier, y compris les loups-garous, qui vont jurer être des villageois. À l'issue de la discussion, ils vont devoir voter pour éliminer un joueur à la majorité et découvrir ainsi son identité. On enchaîne les phases nuit et jour jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des villageois ou des loups-garous. Mais attention, certains personnages ont des pouvoirs spéciaux. Les principaux, la sorcière, qui une seule nuit dans la partie peut choisir de ressusciter ou de tuer un autre joueur. La petite fille, elle, a le droit d'entrouvrir les yeux pendant la nuit, mais attention à pas se faire choper par les loups. La voyante peut chaque nuit découvrir l'identité d'un autre joueur. Quant au chasseur, quand il est éliminé, il entraîne avec lui la mort d'un autre joueur au choix. Alors oui, j'aime pas ce jeu, mais je fais partie des exceptions. Généralement, il déchaîne les passions et entraîne une ambiance incroyable autour de la table. Dans Pandémie, qui était là bien avant le Covid, les joueurs vont collaborer pour sauver le monde de 4 épidémies en trouvant les remèdes. Chaque joueur a un rôle et une compétence particulière. Ils vont se déplacer sur la carte du monde grâce à des cartes qui symbolisent les villes du plateau, ces villes pouvant être contaminées par une maladie symbolisée par des cubes de couleurs. Grâce à ces cartes, les joueurs vont pouvoir aussi construire des centres de recherche, supprimer le cube de maladie d'une ville, voire même échanger des cartes avec un autre joueur. Quand un joueur se retrouve sur un centre de recherche avec 5 cartes de la même couleur, il trouve le remède de la maladie associée. Mais attention, à chaque tour de joueur, la maladie va se propager. Cette propagation est symbolisée par l'ajout d'un cube sur une ville donnée. Si on doit ajouter un 4e cube sur une ville, on déclenche une éclosion. À la place, on va contaminer toutes les villes adjacentes. Au bout de 8 éclosions, c'est la contamination mondiale et la défaite collective. Pandémie, c'est un des rares grands classiques de jeux de plateau que je n'ai pas dans ma ludothèque. Sachant qu'en plus, il existe un grand nombre d'extensions, de déclinaisons de licences à succès, voire même des versions Legacy. Bon ok, c'est trop convaincant, je le mets dans ma wishlist. Château Combo, c'est un jeu de construction de tableau, un tableau builder. On va devoir réaliser un tableau de 3 cartes sur 3 cartes, chaque carte représentant un type de personnage. Sur la table, 2 rivières de cartes face visible, une seule active. C'est dans cette rivière active que le joueur à son tour va pouvoir acheter un personnage et le placer dans son tableau. Quand il le pose, il va soit activer un bonus permanent, soit recevoir des gains instantanés en pièces qui permettent d'acheter les cartes ou en clés
qui permettent de changer la rivière active. Mais chaque carte contient aussi une condition de scoring de fin de partie, en fonction de sa position relative dans le tableau, ou des autres types de cartes ou des symboles présents dans le tableau. Une fois que les tableaux de cartes sont complétés après 9 manches, on va compter le nombre de points remportés par chaque carte du tableau en fonction de ses conditions de scoring et des combos réalisés. Celui qui a le plus de points l'emporte. Château Combo, ça peut faire penser à Captain Flip, mais en beaucoup plus tordu et beaucoup plus joueur. Et ça offre beaucoup plus de possibilités grâce à la variété des personnages. C'est déjà commandé pour Noël. Fireworks, c'est le petit frère du jeu Kites sorti l'an dernier, mais un peu plus joueur, donc un peu plus casual. Il partage la même mécanique originale, 6 sabliers de couleurs qui vont s'écouler avec des durées différentes, entre 30 et 80 secondes, et qu'il faut absolument empêcher de se vider. Pour ça, les joueurs ont des cartes en main, chaque carte représentant 2 points de couleur. Quand une carte est jouée, il faut retourner les 2 sabliers des couleurs correspondantes. Les joueurs vont donc collectivement, successivement et surtout dans le bon rythme, piocher et jouer des cartes pour retourner les sabliers et empêcher absolument un sablier de se vider. Un seul sablier a le droit de s'écouler jusqu'au bout, c'est le sablier timer. Celui-là, il va falloir le laisser s'écouler 5 fois pour siffler la fin de la partie. Ce qui fait la particularité de Fireworks, ce sont ces 30 cartes défis qui peuvent être jouées en campagne et qui vont changer fondamentalement les règles de la partie. Elles peuvent fixer des durées différentes du sablier timer. Elles peuvent autoriser ou pas les joueurs à communiquer entre eux. Elles peuvent changer la façon de piocher, la façon de jouer les cartes, voire même la façon de retourner les sabliers. Elles changent en gros complètement le rythme de la partie et la tactique collective. À rendre fou les casuals. Once Upon a Draft, c'est un jeu de cartes qui repose encore sur le principe des effets ou des combinaisons de cartes entre elles, chaque carte représentant un personnage de conte de fées. C'est un jeu qui se joue en 3 manches ou 3 chapitres. Le chapitre 1, c'est une phase de draft. Chaque joueur va recevoir 8 cartes, en choisir une, la garder et passer le reste des cartes à son voisin de gauche pendant qu'il récupère le reste des cartes de son voisin de droite. Et ce, jusqu'à épuisement des paquets. On va ainsi construire son jeu de 8 cartes et son équipe de légende, mais on va aussi connaître les cartes de ses adversaires sans savoir qui possède quoi. Le chapitre 2, c'est une phase de pli. Le joueur qui joue la carte avec le plus grand numéro l'emporte et commence le pli suivant. Mais le but, c'est surtout de choisir la bonne carte pour qu'elle combatte avec les cartes personnages du reste du pli et ainsi rapporter des bonus. Le chapitre 3, c'est une phase de scoring. Au bonus de la manche précédente, on va ajouter les points que nous rapportent les combinaisons des cartes au sein de son propre jeu. Les cartes qui combattent entre elles, le loup et le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, vous avez compris le principe. Alors, ne vous fiez pas au principe simpliste de la bataille, ce n'est pas le cœur du jeu. Toute la stratégie repose sur le choix des cartes pendant la phase de draft et sur le moment où vous allez jouer vos cartes dans la phase de pli. À coup sûr, un banger de Noël. Alors les casuals, des choses qui vous tentent? Des visuels ou des descriptifs qui font frétiller vos papilles? Un frisson qui parcourt votre échine à l'idée de partager ça avec vos colocs ou Tata Jacqueline? En tous les cas, faites-moi confiance, même dans cette sélection beaucoup trop restrictive, il y a des litres de bonheur en plateau à déverser sur vos tables de Noël. Et sans pour autant vous prendre la tête, avec des durées de partie interminables ou des règles imbitables. Alors, à vos listes de Noël, lâchez un petit like en passant, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo sur les joueurs régulars, que vous serez peut-être devenus le temps que je la publie, et n'oubliez pas d'ouvrir la case numéro 1 de votre calendrier de l'Avent. À ciao!